Découvrez une vérité surprenante derrière les coulisses de la Formule 1, une révélation qui pourrait changer votre perception de la course automobile. Je suis Matt Dean, chef mécanicien de l'équipe Mercedes AMG Petronas de Formule 1 et je suis là pour répondre à vos questions posées sur Internet. La première question nous vient du subreddit Outils. Mécanicien, quel est votre outil préféré ou le plus sous-estimé ? Certains des outils que nous utilisons sont assez différents de ceux que vous trouveriez sur une voiture de route. Ils peuvent être très petits. L'un des favoris des mécaniciens est ce tournevis porte-embout. Il est super plat, nous pouvons changer les embouts très facilement et il est excellent pour atteindre les espaces les plus confinés de la voiture, sous la carrosserie, les carénages et tous les ailerons. En fait, allons jeter un œil à quelques-uns de nos outils. L'un des outils préférés des mécaniciens est la clé à choc de Formule 1. Elle est utilisée pour desserrer et serrer l'écrou de roue. Contrairement aux voitures de route classiques, nous n'avons qu'un seul écrou de roue. Lorsque la voiture arrive, le mécanicien doit aligner cette clé avec l'écrou, l'engager et appuyer sur la gâchette. Quand il retire la clé, il inverse le sens de rotation. Une nouvelle roue est installée, puis il revient, appuie sur la gâchette pour serrer l'écrou de roue. Une fois terminé, il lève la clé en l'air et appuie sur un bouton pour confirmer que l'écrou est bien serré et que la voiture peut quitter l'emplacement de stand. Tout cela se passe en moins de 2 secondes. Ceci est un souffleur de feuilles ordinaire. Nous l'utilisons pour refroidir le moteur lorsque la voiture entre dans le stand, ainsi que pour refroidir les freins. Nous avons collaboré à la conception de cet outil pour nous assurer d'obtenir un flux d'air maximal à travers les conduits de frein et les radiateurs de la voiture afin de les refroidir le plus rapidement possible. Maintenant que je vous ai montré quelques outils, passons à d'autres questions. Notre prochaine question vient de YJJ. Quelle est la manière la plus stupide dont vous ayez jamais perdu un outil ? Je ne devrais probablement pas le dire si Toto regarde, mais j'étais en train d'installer une cellule de carburant dans la voiture. Ces cellules sont faites d'un matériau Kevlar très flexible. Vous placez le réservoir souple dans la voiture et vous devez atteindre les coins pour le faire s'étendre à l'intérieur du cockpit, du châssis. Mes bras n'étaient pas assez longs, alors j'ai utilisé un marteau en caoutchouc. Je l'ai utilisé pour pousser le réservoir souple, l'ai bien installé, puis j'ai monté le reste du système de carburant, refermé tous les panneaux supérieurs pour que tout soit prêt. La voiture est sortie et c'est probablement une course plus tard que j'ai réalisé que j'avais perdu mon marteau et qu'il était resté dans le système de carburant. Nous avons eu d'autres problèmes où des outils sont tombés des mains des mécaniciens et ont glissé entre le V du moteur et le carter de boîte de vitesse. Tous les autres mécaniciens se regardent alors en pensant « Oh mon Dieu, il va falloir démonter pratiquement toute la voiture pour essayer de récupérer cette douille ou cette clé que ce mécanicien a fait tomber. » En général, c'est lui qui paie sa tournée ce soir-là. Un utilisateur de Quora demande « Qu'est-ce qui est le plus important en Formule 1, la voiture ou le pilote ?» Évidemment, en tant que mécanicien, nous dirions la voiture. Les pilotes se mettront en avant. C'est une question éternelle, en réalité. Tout doit fonctionner ensemble. La voiture, les ingénieurs, toute l'équipe à l'usine, le département moteur à Brixworth et le pilote. C'est un sport d'équipe. Et c'est pourquoi tout le monde travaille ensemble pour essayer de grappiller ces derniers dixièmes de seconde sur la piste. Voici une question de Fogarty 4. Comment devenir mécanicien de Formule 1 ? On me pose souvent cette question et je pense que le meilleur conseil que je puisse vous donner est d'apprendre à utiliser des clés, à utiliser des cliquets, que ce soit en réparant des vélos quand vous étiez enfant, en réparant des motos, en construisant des karts. Il existe un certain nombre d'écoles et je crois qu'il y en a quelques-unes à Silverstone où vous pouvez aller vous former. Mais en fait, acquérir cette expérience pratique est vital. Nous recrutons souvent des personnes issues des formules juniors. Ils commencent en Formule Ford, puis progressent vers la Formule 3, la Formule 2. C'est un excellent terrain d'entraînement pour les mécaniciens. Et une fois que vous arrivez chez nous en Formule 1, vous savez manier vos clés. Vous savez utiliser les clés dynamométriques. Vous avez suivi votre formation. Vous avez bricolé des vélos étant enfant, travaillé sur vos motos, sur votre carte. Vous êtes allé à l'université, vous avez toutes vos qualifications. Que faire ensuite ? Vous devez vous faire remarquer. N'hésitez pas à me solliciter, ainsi que les membres de l'équipe. Envoyez des emails. Faites-vous remarquer sur le terrain. Et bien sûr, si vous travaillez dans les formules juniors, Formule 2, Formule 3, elles accompagnent de nombreuses courses de fun, c'est génial. Vous êtes sur place, vous voyagez avec les équipes, ce qui vous permet de rencontrer d'autres personnes. C'est super important. La prochaine étape est de devoir attacher George Russell dans la voiture sur la grille. Il faut gérer cette pression, s'habituer au nombre de personnes autour de vous, aux caméras, et gérer tout cet aspect de la Formule 1, les voyages et le travail au sein d'une équipe, être un bon coéquipier. De Gonzo, 5-6, 2, 2. Les mécaniciens de fun se mettent-ils en colère lorsque leur pilote s'écrase ? Oui, absolument, certains plus que d'autres. J'essaie de rester calme,
Mais beaucoup de gars, surtout les plus jeunes, peuvent être assez contrariés. Évidemment, nous sommes en bout de chaîne. Des milliers de personnes à l'usine produisent toutes les pièces de la voiture que nous assemblons. La voiture va sur la piste. Si le pilote a un accident contre le mur ou si quelque chose tombe en panne sur la voiture, cela représente énormément de travail pour nous de remonter cette voiture. Et nous devons souvent le faire après les Elan ou les EL2. Nous avons très peu de temps pour réparer ces voitures, alors tout le monde met la main à la pâte pour que ce soit terminé et que la voiture puisse retourner en piste. La question suivante vient de Mine Divid, 490. Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans. Pourquoi les pilotes de fun ont-ils chaud si le vent les frappe à 200 ou 300 km/h? Souvent, nous travaillons dans des endroits comme Singapour, le Qatar, où la température ambiante peut atteindre 34 voire 38 degrés Celsius. Il faut se rappeler que ces pilotes sont assis dans un espace très confiné. Ils ont un moteur qui tourne derrière eux, atteignant des températures incroyablement élevées. Ils ont les freins qui sont brûlants devant eux et toutes ces boîtes électriques qui les entourent. Les températures dans la voiture peuvent atteindre 48 voire 50 degrés Celsius. En fait, les pilotes portent maintenant des combinaisons réfrigérantes pour essayer de se rafraîchir pendant la course. Il y a aussi de petits conduits sur le côté de la voiture qui soufflent de l'air frais sur les pilotes pour tenter de les refroidir pendant la course. Mais vous verrez souvent pendant les courses que les pilotes sortent de la voiture, ils sont absolument épuisés. Ils ont tellement chaud qu'ils peuvent à peine tenir debout en sortant de ces voitures. Notre prochaine question vient de Gratte-Mouard. Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans en Formule 1, pourquoi tous les pilotes n'ont-ils pas la même voiture pour tester qui est le plus rapide? C'est un peu le principe même de la Formule 1. Chaque voiture est conçue par une équipe différente et elles interpréteront toujours les règles différemment. De plus, nous avons différents motoristes. Ce n'est donc pas une série monotype. Chacun conçoit sa propre voiture. Et c'est celui qui fait le meilleur travail qui gagne. Voici une question de Calvezos. Comment une équipe de fun parvient-elle à réparer ses voitures en moins d'une semaine après un horrible accident? Souvent, nous devons le faire en bien moins d'une semaine. Notre période la plus courte pendant un week-end de course est entre les L3 et les qualifications, soit 3 heures. Nous devons donc réparer la voiture dans ce laps de temps. Les pièces reviennent évidemment à l'usine pour être refabriquées, mais oui, nous reconstruisons souvent des voitures en moins de 3 heures. Si nous avons un gros accident et que nous devons réparer la voiture en 3 heures, nous essayons alors de réaffecter certains mécaniciens de l'autre voiture. Évidemment, nous avons 2 voitures dans le garage. Nous avons un groupe de 15 mécaniciens sur une voiture et autant sur l'autre. Donc si nous essayons de réparer la voiture de Georges par exemple, nous prendrons des mécaniciens de la voiture de Kimi pour commencer à reconstruire celle-là. Je me souviens d'une fois à Monaco où nous avions très peu de temps pour préparer la voiture pour les qualifications. Nous n'avions littéralement que 2 personnes sur l'une des voitures. Et tout le monde était sur l'autre pour la préparer pour les qualifications. La question suivante vient de mgreen888. Quelle marque d'outils à main les mécaniciens de fun utilisent-ils? De nombreuses équipes dans les stands utilisent une variété d'outils. Mais au-delà des clés dynamométriques et cliquets que vous voyez habituellement, nous utilisons des outils spécifiques, comme celui-ci. C'est excellent lorsque la voiture arrive et qu'elle a un petit dommage que nous devons juste couper, puis nous utilisons cette colle à prise ultra rapide pour essayer de réparer la voiture et la remettre en piste. Nous utilisons également des ventilateurs pour refroidir le châssis et les freins lorsque la voiture entre au stand. Oui, beaucoup de types d'outils différents, en plus des outils standards que vous utiliseriez chez vous dans votre garage. Cette question vient de ConsistentBox 430. Règles de non-contact avec la voiture. Les règles de non-contact avec la voiture s'appliquent au parc fermé et aux horaires de couvre-feu. Le couvre-feu commence le mercredi. La bâche est mise sur la voiture et nous devons nous éloigner du circuit pendant un certain temps, environ 13 heures, puis nous revenons le jeudi. Nous travaillons jusqu'à une certaine heure, puis nous devons de nouveau nous éloigner du circuit. Tout cela a commencé à l'époque où le soutien que nous recevions des usines n'était pas aussi bon qu'aujourd'hui. Nous devions donc faire énormément de travail sur la piste et souvent les gars travaillaient toute la nuit, puis ils devaient travailler sur la voiture le lendemain sans avoir dormi. C'est donc vraiment pour des raisons de sécurité. L'autre aspect est l'interdiction de travailler dans le parc fermé. Après les qualifications, la règle est que vous ne pouvez toucher à rien sur la voiture. Vous ne pouvez pas travailler sur la voiture du tout. Nous pouvons enlever la carrosserie, examiner, changer les fluides de la voiture, mais nous ne sommes pas autorisés à modifier physiquement la configuration ou quoi que ce soit de ce genre. Nous pouvons faire les freins, changer les fluides, mais il s'agit principalement d'une vérification visuelle de tout sur les voitures. Il y a une autre règle de non-contact avec la voiture. Par exemple, si nous recevons une pénalité de 5 ou 10 secondes lors d'un arrêt au stand. Vous avez peu être vu à la télévision, la voiture entre dans l'emplacement de stand, s'arrête sur les marques et tout le monde reste là sans rien faire.
Évidemment, c'est très déconcertant pour les mécaniciens, car ils sont habitués à se jeter sur la voiture et à effectuer l'arrêt au stand. Nous avons un homme avec un grand panneau, comme une sucette, qui passe au-dessus de la voiture. Il est là avec ça, compte à rebours. Dès que le panneau est levé, les gars se précipitent et effectuent l'arrêt au stand. Cette règle de non-contact pour les arrêts au stand est vraiment faite pour que nous puissions purger notre pénalité sans prendre d'avantage. Vous vous arrêtez sur les marques. Purgez votre pénalité, puis vous effectuez l'arrêt au stand. Maintenant, cette question vient de Ion Moon. Qu'arrive-t-il aux pièces de voitures de fun cassées? Eh bien, depuis la mise en place du plafond budgétaire, nous essayons de les réutiliser toutes. Les pièces de voitures cassées reviennent à l'usine ici. Ce que nous essayons alors de faire, c'est de récupérer le plus possible pour refaire la pièce. Souvent, si les pièces ne peuvent pas être refaites ou réutilisées, elles sont transformées en trophées ou en objets de collection. Évidemment, avec les réglementations du plafond budgétaire auxquelles nous devons nous conformer, tout ce que nous dépensons, si des pièces de voiture sont cassées, cela sort du budget, nous devons donc être très prudents pour gérer ces pièces et soit les réutiliser, soit essayer de les recycler. La suivante vient de Wunsch Schnitzelberg. Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans pourquoi toutes les voitures de course de fun se ressemblent. Parce que nous nous copions les uns les autres, tout comme les constructeurs de voitures de route. Évidemment, tout le monde travaille avec des réglementations extrêmement strictes. Différentes équipes interpréteront certaines règles différemment, mais si vous avez une longue série de règles qui sont très similaires, comme cela a été le cas ces dernières années, alors les voitures évoluent toutes pour se ressembler exactement. Cowboy, N7 demande: les équipes de fun ont-elles des groupes spécifiques de mécaniciens spécialisés dans certains aspects de la voiture? Absolument. Nous avons des gars qui travaillent sur l'avant de la voiture, l'arrière de la voiture, les systèmes hydrauliques, les systèmes de boîte de vitesse, et évidemment, il y a tous les ingénieurs qui nous disent, à nous les mécaniciens, quoi faire. Au total, la voiture compte 15 mécaniciens qui travaillent sur chaque voiture. La question suivante vient de Cora. Qui décide qu'un pilote doit faire un arrêt au stand? Ce n'est certainement pas nous les mécaniciens. Nous sommes là pour effectuer les arrêts au stand. Il y a un certain nombre de stratèges à l'usine dans ce que nous appelons une salle de soutien à la course RSR, et nous avons également un stratège sur la piste. Le stratège sur la piste aura le dernier mot pour décider de l'arrêt au stand. Puis il parlera au directeur sportif. Nous saurons quel type de pneus nous allons monter sur la voiture. Le directeur sportif s'adressera à moi et je dirigerai ensuite tous les mécaniciens pour effectuer l'arrêt au stand. Nous sommes toujours obligés d'effectuer au moins un arrêt au stand pendant la course. Nous devons monter une gomme de pneus différente de celle avec laquelle nous avons commencé la course, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la course. La voiture entre, c'est mon travail, et celui du reste de l'équipe, de nous assurer que nous montons les bons pneus sur la bonne voiture. Environ 24 personnes sont impliquées dans l'arrêt au stand, 3 personnes à chaque coin, ce qui inclut un opérateur de pistolet de roue. Lorsque la voiture s'arrête, il desserre l'écrou de roue. Le gars qui enlève la roue la retire, puis l'autre gars, avec la nouvelle roue, arrive avec celle-ci. L'opérateur de pistolet de roue la serre, appuie sur un bouton de son pistolet. L'arrêt est terminé. La voiture est abaissée, puis elle repart. Nous essayons toujours de faire cela en environ 2 secondes. Certaines personnes essaient d'aller plus vite. Notre philosophie chez Mercedes est de nous assurer que chaque arrêt est parfait, autour de 2 secondes. Notre prochaine question est de @tortvisor039. Attendez, les voitures de fun ont des ailerons. Oui, et évidemment, nous devons nous en occuper beaucoup en fait. Évidemment, vous avez votre aileron avant, votre aileron arrière, et ensuite nous avons ces petits ailerons minuscules qui sont sur les conduits de frein autour du côté de la voiture. Pour nous, ils peuvent être vraiment problématiques. Et croyez-le ou non, il y a un département entier de l'usine qui est dédié uniquement aux ailerons avant et arrière. Évidemment, les ailerons sont là pour produire de l'appui. Vous jouez avec la quantité d'appui que vous voulez obtenir sur la voiture, la quantité de pression d'air vers le bas pour la faire adhérer à la piste, et aussi la quantité que vous voulez que les ailerons dirigent l'air autour de la voiture. C'est cet équilibre délicat entre l'obtention de l'appui et le sillage de la voiture qui traverse l'air. La suivante vient de Harvey XO. Les coûts de réparation comptent-ils dans le plafond budgétaire? Malheureusement, oui. Si vous avez un pilote qui n'est pas très doué pour garder la voiture sur la piste ou qui attire l'attention sur la piste et se fait souvent percuter, alors oui, cela représentera un coût considérable pour l'équipe afin de réparer les voitures et de s'assurer que toute la carrosserie et tout le reste est renouvelé et rafraîchi pour la prochaine course. La question suivante vient de Blédina. Les garages de fun ont-ils toujours été aussi propres? Je suppose que vous voyez ces garages à la télévision.
J'ai vu des photos des années 1950 où des mécaniciens fumaient dans les garages. Ils se penchaient sur les voitures, faisant le plein en fumant. Évidemment, nous ne permettrions plus cela. Nous sommes tous devenus extrêmement méticuleux. Et si vous regardez tous les garages de fun, tous les sièges sociaux de fun et les centres d'opération, tout doit être parfait. Et c'est ainsi que nous essayons de présenter les garages. Comment nous construisons les voitures. Si nous faisons une erreur, cela peut affecter la course. Évidemment, nous essayons de garder les garages aussi propres que possible pour que vous sachiez où se trouve chaque chose. Vous ouvrez le tiroir à outils. Tous les outils ont leur place spécifique pour que les mécaniciens puissent y accéder très rapidement, surtout lorsqu'ils effectuent des changements sur les voitures pendant les séances d'essai. Nous avons Toto Wolff qui traverse le garage. S'il voit quelque chose, nous devons le voir avant lui, alors nous nous assurons que tout est parfait. Et cela va de l'arrière du garage jusqu'à l'avant. La seule fois où vous pourriez voir les garages devenir un peu sales et un peu chaotiques, c'est si nous avons un accident. Évidemment, s'ils sortent dans le gravier, les voitures désintègrent presque la suspension avant, les conduits de frein se cassent, donc elles sont ramenées au garage sur un camion plateau. Nous la déchargeons du camion, et il y a du gravier et des débris partout dans le garage. Nous avons donc des gens qui essaient de balayer, de démonter les voitures aussi vite que possible, car nous allons essayer de les reconstruire. Il y a donc un peu de chaos, mais c'est un chaos organisé. La question suivante vient de Relativé Romanov, une invention de la fun qui serait utile dans les voitures de tous les jours. Eh bien, je pense que vous le voyez déjà dans les voitures de tous les jours. Tous les logiciels qui équipent les voitures de fun, tous les capteurs, ils sont déjà dans votre voiture de route au quotidien. Les systèmes de récupération d'énergie que nous utilisons en fun, vous avez tous vos systèmes hybrides, comme ce qui se passe dans votre voiture de route. De plus, certains des matériaux que nous utilisons, notamment la fibre de carbone, vous les voyez de plus en plus dans les voitures de route et pas seulement les voitures haut de gamme. Cela arrive aussi dans les voitures de route standard de nos jours. La suivante vient de Tunatastic 369. Quelle est la plus grande contre-vérité ou le plus grand mythe sur la Formule 1 qui vous irrite le plus lorsque vous l'entendez? Oui, j'ai entendu une excellente un autre jour. C'était un humoriste. Il a dit que l'homme au cric avant était probablement l'un des postes les mieux rémunérés à l'heure actuelle, car il ne fait que 3 secondes de travail le dimanche, ce qui est évidemment un mensonge. Nous avons des mécaniciens qui travaillent du mardi précédent une course jusqu'au dimanche de la course. Mais pour nous, oui, nous pouvons faire la différence le dimanche pendant cet arrêt au stand, mais nous avons fait tout le travail avant, pendant les essais libres 1, 2, 3. Les voitures ont été démontées plusieurs fois. C'est l'un de ces moments où oui, c'est un assez grand mythe. Un autre mythe que j'ai entendu est que nous avons 2 équipes d'arrêt au stand, donc l'équipe de Georges s'occuperait de Georges et celle de Kimi de Kimi. Ce n'est pas vrai. Les 2 groupes de mécaniciens collaborent pour l'arrêt au stand le dimanche, ce qui est génial, car vous avez les 2 équipes qui travaillent sur la même voiture. Peu importe le pilote avec lequel ils ont travaillé jusque-là. Ils se rassemblent tous, et c'est là que nous pouvons vraiment faire la différence entre gagner ou perdre une course. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette séance d'assistance mécanique.